Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle charte des bonnes pratiques de Booking.com ou, autrement dit, l'opération séduction de Booking. Booking.com a largement communiqué en mai 2016 sur sa charte des bonnes pratiques. Oui, vous avez bien lu. Booking.com s'est engagé en 24 points sur des bonnes pratiques qu'il souhaite honorer. L'introduction de cette charte, qui est téléchargeable avec le lien en bas dans les commentaires sous la vidéo, l'introduction de cette charte rappelle ô combien Booking.com a évolué ces dernières années, avec ses engagements auprès de l'autorité de la concurrence et avec la publication de la loi dite Macron au journal officiel du 6 août 2015. Booking.com propose cette charte afin de créer de la valeur pour les hôteliers et de la satisfaction pour les consommateurs. On arrive réellement à un tournant dans la communication et peut-être la considération que Booking.com porte à ses partenaires. Booking précise d'ailleurs que la législation l'a fait plier sur certains points. Cette charte est une manière d'utiliser les impératifs légaux dans le façonnage de son image. Il est aussi peut-être temps de s'occuper de son image. La première partie de la stratégie Booking est gagnée, devenir incontournable. Booking est devenu le numéro 1 au mépris de la législation française, au mépris de ses partenaires, en écrasant tout le monde sans vergogne et sans respect. Maintenant que Booking est installé et que la législation le rattrape, il est temps de redorer son image. Mais les hôteliers ne sont pas dupes, tellement ils ont dû avaler de couleuvres ces 10 dernières années. Booking, ta charte, on n'en veut pas. Elle arrive trop tard. C'est démagogique à souhait. C'est juste une énième opération de communication. Personne n'est dupe. Cette charte est à ton image. J'encourage tout le monde à aller lire la charte des bonnes pratiques de la FNHPA, l'organisation professionnelle des campings. Encore une fois, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Cette charte est une vraie bonne charte équilibrée et non une simple opération de séduction. Je remarque aussi et surtout que Booking.com a toujours refusé de signer cette fameuse charte de la FNHPA. Je vais dans cette vidéo vous expliquer chacun des 24 points. Je n'ose pas dire engagement, comme le souligne Booking. Je vous les explique avec ma vision, une lecture entre les lignes. Booking a écrit cette charte avec ses yeux et ses intérêts de distributeur. Je vais la décoder avec mes yeux d'hôtelier et vos intérêts d'exploitant. Bonne pratique numéro 1. Booking.com garantit à ses hôteliers partenaires une maîtrise pleine et entière des tarifs affichés sur son site, ainsi que la liberté de les modifier à tout moment. Super! C'est la nature même du contrat. Chacun est libre de fixer les prix qu'il veut. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on enfonce une porte ouverte. On parle là de fixer les prix, pas de parité ou autre chose. C'est tellement évident que c'est inutile de le préciser. Bonne pratique numéro 2. Booking.com offre aux consommateurs la garantie du meilleur tarif en proposant sur son site des tarifs très compétitifs et en prenant en charge, sous certaines conditions et par voie de remboursement, la différence entre le tarif affiché sur son site et un tarif inférieur constaté sur un autre site. Je n'aime pas qu'un tiers garantisse le meilleur tarif alors qu'il ne contrôle pas les tarifs. Ce qu'il promet dans la bonne pratique numéro 1 que l'on vient de voir et dans la bonne pratique numéro 22 que l'on va voir prochainement. Booking.com annonce prendre à sa charge un éventuel remboursement de la différence à sa clientèle. Ça paraît très bien et ça va à l'opposé de ce qu'ils ont essayé de faire en septembre 2015, c'est-à-dire facturer à l'hôtel les dédommagements octroyés aux voyageurs. Ça veut dire que Booking est prêt à rogner sur sa marge pour garantir et ou conserver un client. Jusqu'où cela ira-t-il? N'oubliez pas qu'il n'y a plus de parité tarifaire. Mais bon, la bonne pratique numéro 1 est censée nous protéger, non? Bonne pratique numéro 3.
Booking.com garantit à ses hôteliers partenaires la maîtrise de leur disponibilité sur son site, ainsi que la possibilité de les faire évoluer à tout moment. J'ai un peu l'impression que c'est redondant avec la bonne pratique numéro 1. C'est uniquement la traduction de la loi dite Macron, genre l'hôtel fixe ses prix comme il l'entend. Il est bien précisé que cela peut être sur les canaux directs et indirects, sans que cela soit défini plus précisément. Excusez-moi. Si vous saviez les batailles qui ont eu lieu à l'époque pour savoir si tel ou tel canal était direct ou indirect, ça a été balayé comme ça dans la charte. Il est aussi précisé que Booking.com ne fera pas plus pression auprès des hôteliers. Ça fait un bien fou de le voir écrit comme ça, noir sur blanc. Merci. Par contre, j'apprécierais que Booking applique la fameuse loi dite Macron, notamment la signature d'un contrat de mandat, plutôt que de bavasser et perdre du temps sur ces soi-disant bonnes pratiques. Booking.com, comme tous les autres distributeurs, n'applique pas la loi Macron. On ne va pas se contenter d'un vulgaire avenant reçu par email début août. La loi est de notre côté, il faut la faire appliquer. Point. Bonne pratique numéro 4. Booking.com fournit une information exacte et sans équivoque aux consommateurs en cas d'indisponibilité sur son site. Ça, c'est du réchauffé. Cela a été obtenu grâce aux organisations professionnelles depuis 5 ans. Ce n'est pas nouveau. Pourquoi le remettre ici, si ce n'est pour se faire mousser, si ce n'est pour essayer de se racheter une certaine virginité? C'est tellement évident qu'il me paraît inutile de le préciser. Bonne pratique numéro 5. Booking.com met à disposition de ses hôteliers partenaires son savoir-faire en termes de rédaction et d'optimisation de contenu écrit et visuel et garantit une présentation harmonisée et fonctionnelle des hébergements à l'attention des consommateurs en 42 langues. C'est la nature même du contrat. C'est ce qu'on demande à Booking, d'être bon et d'être performant, d'être international. On enfonce encore une fois des portes ouvertes. C'est tellement évident qu'il me paraît inutile de le préciser dans une charte de bonne pratique. Bonne pratique numéro 6. Booking.com apporte des conseils d'optimisation de contenu proposés par ses partenaires et s'engage à prendre en compte et à traiter toutes les remarques de ses partenaires hôteliers quant au contenu de leur page de présentation. Admirez le savoir-faire de Booking. C'est cool. Booking.com s'engage à traiter les remarques concernant les informations non contrôlées sur la fiche de l'établissement. C'est plutôt une bonne chose. Il est vrai que jusqu'à maintenant, Booking se moquait éperdument de nos remarques. Avez-vous déjà essayé de faire inscrire sur votre fiche qu'il y avait des travaux ou que l'ascenseur était indisponible pour 3 mois? C'était mission impossible. Si cela change, alors c'est une très bonne chose. Maintenant, reste à savoir ce qui se cache sous le terme « s'engage à prendre en compte et à traiter ». On a déjà été assez échaudé par les éléments de langage de la filiale de Priceline. Il n'y a rien à propos des photos ni de la transmission des données au travers du système d'affiliation. Bonne pratique numéro 7. Booking.com offre un service d'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à ses partenaires hôteliers et à ses consommateurs en 42 langues. Ok, merci. Et nous, vous savez quoi? On met des chambres avec des lits à la disposition de notre client. C'est tellement évident, encore une fois, qu'il est inutile de le préciser, ni même d'en faire un article dans une charte de bonne pratique. Bonne pratique numéro 8. Booking.com met à disposition de ses partenaires hôteliers des outils d'analyse de marché et leur dispense des conseils marketing. Merci pour les conseils. Tant que les conseils ne sont pas trop intrusifs et ne mènent pas à du directif, alors c'est ok, les hôteliers sont preneurs de ces conseils. Maintenant, cela m'embête que le distributeur me fasse des recommandations tarifaires. C'est toujours gênant d'être à la fois juge et partie. Comme sur cette photo, je n'aime pas trouver à Auchan lorsque je fais mes courses le petit panonceau m'annonçant que le produit n'est pas disponible car Auchan a jugé abusif les prix pratiqués par le producteur.
Bonne pratique numéro 9. Booking.com promeut dans le monde entier les hébergements de ses partenaires par le biais d'outils marketing en ligne, afin d'accroître leur visibilité et leur permettre d'acquérir de la clientèle internationale. Ces prestations sont prises en charge par Booking.com et n'impliquent pas de coûts supplémentaires pour ses partenaires hôteliers. Ah, le marketing en ligne. Et ils sont très forts chez Booking. J'aurais préféré trouver une option me permettant de les empêcher d'acheter mon nom commercial dans un programme d'achat de mots-clés, Google ou Google AdWords par exemple, au moins sur mon territoire. Dans cette bonne pratique, Booking s'enorgueille d'acheter votre nom dans Google et de vous apporter, voler ainsi des clients. C'est le fameux brand jacking. C'est à la portée de n'importe quel imbécile d'acheter des mots-clés sur Google. Dans les pratiques du marketing en ligne, il y a aussi la question du système d'affiliation. Cette question pose de nombreux problèmes, notamment celui du contrôle et de la maîtrise de son image. Booking ne contrôlons pas ses affiliés. Mais attention, cela semble changer. Allez voir la bonne pratique numéro 23. Bonne pratique numéro 10. Booking.com propose un système d'affichage et de tri des offres clair, transparent, loyal et automatique, dont les critères sont objectifs et librement consultables sur son site internet. Ces critères prennent en compte la satisfaction des consommateurs. Booking.com s'engage ici à respecter les critères de recherche de l'internaute et à ne pas lui présenter des résultats biaisés ou du moins à les signaler par une marque distinctive. On ne sait pas quelle est cette marque. Si c'est une marque à vocation marketing du style « super offre, pas cher, à prix sacrifié », alors on peut s'en passer. Par contre, comme sur cet exemple, rien n'est dit à propos de la mise en avant des établissements du programme préféré, et notamment les explications fournies à l'internaute dans l'infobulle lorsqu'il survole le pouce symbolisant que l'hôtel est préféré. Il serait plus important, selon moi, de clarifier ce message et d'expliquer clairement ce qu'est ce programme plutôt que d'essayer de faire croire que c'est une sélection basée, entre autres, sur la qualité. L'explication de ce qu'est le programme Hôtel Préféré. Aucune mention du coût de la participation. Le voyageur croit que c'est uniquement basé sur la qualité et le rapport qualité-prix. Ce n'est pas un système transparent ni loyal comme s'engage à le respecter Booking. Bonne pratique numéro 11. Booking.com reprend sur son site le classement hôtelier de 1 à 5 étoiles défini par les pouvoirs publics, de même que la classification applicable aux résidences hôtelières. Je ne sais quoi dire. Est-ce que le classement officiel par étoile ont encore une influence sur le processus de réservation? C'est néanmoins une bonne chose. C'est un référentiel que nous maîtrisons. Tant mieux. J'attends avec impatience que Booking déploie son propre classement, qui sera alors international, un classement pertinent et basé, entre autres, sur les commentaires clients. Le jour où une plateforme internationale, de distribution ou pas, déploie son propre référentiel mondial, alors les classements locaux disparaîtront. Bonne pratique numéro 12. Booking.com offre la possibilité aux consommateurs d'effectuer une sélection selon le type d'hébergement souhaité et renseigne de manière explicite la nature des hébergements disponibles sur son site, hôtels, maisons d'hôtes, auberges de jeunesse, etc. Ces renseignements prennent en compte les distinctions opérées par la réglementation officielle. Booking offre une fonctionnalité de sélection d'hébergement. Ah bon? Quelle surprise! Nous aussi, on offre des trucs aux voyageurs. Même qu'ils peuvent prendre un petit déjeuner le matin avant de quitter l'hôtel. C'est tellement évident que c'est inutile de le préciser et même d'en faire une bonne pratique. Bonne pratique numéro 13. Booking.com offre une grande diversité de types d'hébergement à ses consommateurs afin de leur proposer le choix le plus étendu possible. Tous les hébergements pouvant être proposés à la location dans le strict respect de la réglementation ont vocation à être proposés par Booking.com. Booking est très fier d'annoncer qu'il propose tout type d'hébergement sur leur plateforme. Ils ne proposent pas que des hôtels, mais tout type d'hébergement. Regardez la gamme
que l'on trouve sur Booking. On s'en passerait bien. C'est notamment ces stratégies qui ont modifié profondément et durablement le comportement des voyageurs. C'est en faisant entrer les chambres d'hôtes, les B&B, les villas, appartements, etc. que Booking a créé le client Zapper, le client qui bouge en gamme tout le temps. Avant, il n'y avait que des hôtels sur les hauteurs. Maintenant, il y a un petit peu de tout. Je ne serais pas fier d'avoir fait rentrer le loup dans la bergerie si j'étais Booking.com, surtout si je souhaite séduire les hôteliers qui sont quand même le partenaire principal. Il faudra un jour se poser la question si Booking a participé à valoriser l'hébergement dit collaboratif et donc à populariser les plateformes de type Airbnb. Bonne pratique numéro 14. La participation d'un établissement partenaire aux programmes tels que Établissement préféré ou Genius est le résultat d'une démarche volontaire de la part du partenaire hôtelier. Elle est soumise au respect des critères indiqués aux consommateurs, de manière lisible et visible. Ces critères visent à garantir aux consommateurs un niveau de qualité minimum et un excellent rapport qualité-prix quant aux hébergements mis en avant par le biais de ces programmes. Booking.com nous rappelle, dans cette bonne pratique, que pour participer au programme Hôtel Préféré ou Genius, il faut que l'hôtel garantisse un excellent rapport qualité-prix et un niveau de qualité élevé. Cela me fait doucement rire. Booking.com ne visite jamais aucun établissement. Il aurait bien difficile de mesurer quelque niveau de qualité que ce soit. Mais que suis-je bête? C'est basé sur les avis clients. Je ne sais pas qui peut garantir quoi que ce soit en se basant sur des avis clients, mais baser l'entrée de la garantie d'un programme là-dessus, je trouve cela très léger. C'est dans cette même bonne pratique que l'on trouve noir sur blanc que la commission standard de Booking.com est de 17% et que quelques établissements paumés au milieu de la pampa pourront avoir accès à la commission dite réduite de 15%. La commission officielle Booking est maintenant de 17%. Est-ce que sur les pages de résultats des destinations secondaires, il est indiqué que si l'hôtel est préféré, c'est parce qu'il paye une commission plus élevée que les hôtels standards? C'est pourtant ce que nous promet Booking. Bonne pratique numéro 15. Afin d'indiquer à ses utilisateurs qu'un hébergement propose un prix particulièrement attractif aux dates recherchées, Booking.com indique le prix actuel et un prix barré. Pour déterminer les tarifs barrés apparaissant sur le site, Booking.com compare les différents tarifs pratiqués par l'établissement sur une période de 30 jours autour de la date d'arrivée de l'utilisateur, soit 15 jours avant et 15 jours après la date d'arrivée, et indique comme tarif barré le troisième tarif le plus élevé pratiqué sur cette période. Afin que la comparaison soit équitable, Booking.com prend toujours en compte les mêmes conditions de réservation: repas, conditions d'annulation et type de chambre. Booking.com nous explique enfin comment est calculé le prix barré, méthode que les hébergeurs dénoncent. La seule et unique manière de calculer un prix barré est de le comparer au prix affiché du jour. Évidemment, Booking n'a pas accès à cette information. Il pourrait peut-être demander à l'hôtelier de remplir une grille tarif-rack et le prix barré serait uniquement par rapport à ce référentiel rempli par l'hôtelier. Ouais, je comprends que Booking ne retienne pas cette méthode. On aimerait connaître plus en détail la méthode de calcul des 15 jours avant, 15 jours après. Si je change mon tarif 5 fois sur une même journée, comment cela influence-t-il l'algorithme? Mais surtout, ce qui importe à mes yeux, c'est que le client ait connaissance de la manière dont le tarif et le prix barré est calculé. Le reste, c'est que de la tchatch. Comme le montre cette capture d'écran, c'est le cas et l'information délivrée par Booking est correcte. Bonne pratique numéro 16. Tous les avis de consommateurs présents sur le site Booking.com sont vérifiés, authentiques et fiables. Seuls les clients ayant effectué une réservation sur Booking.com et ayant effectivement séjourné dans l'hébergement peuvent noter l'hébergement et déposer un commentaire. Booking.com nous assure que tous les avis déposés sur la plateforme sont vérifiés, authentiques et fiables. Quelle promesse!
Alors oui, il y a certainement plus d'avis authentiques que sur TripAdvisor, mais j'aimerais connaître ce qui se cache sous l'élément de langage vérifié. Tout le monde sait comment manipuler le classement Booking.com, tout le monde sait que certains responsables d'établissements se font des fausses réservations uniquement pour pouvoir déposer un avis positif par la suite. Booking.com annonce que les avis sont supprimés au bout de 24 mois, ce qui est plutôt une bonne chose. La durée de vie des avis était de 18 mois il y a encore quelques années. Bonne pratique numéro 17. Les avis de consommateurs ont une durée d'affichage limitée dans le temps, afin d'offrir aux partenaires hôteliers la possibilité de refléter dans leurs notes les améliorations perçues par leur clientèle. Mais pourquoi créer une bonne pratique pour ça? Juste pour ça? Ça aurait été pas plus simple de l'intégrer dans la bonne pratique numéro 16? C'est tellement évident que, encore une fois, ça nous paraît inutile de le préciser. Bonne pratique numéro 18. Booking.com offre à ses partenaires hôteliers la possibilité de répondre aux avis laissés par les clients et de signaler tout abus. Booking nous annonce un droit de réponse. Mais on sait très bien, et on ne sait pas s'il concerne tous les avis ou seulement certains avis. La réalité est que l'on ne peut pas répondre à tous les retours clients. On peut répondre uniquement si le rédacteur a écrit un commentaire. Vous savez, un commentaire, une petite phrase en plus de la liste des points positifs ou négatifs, comme vous pouvez l'observer dans cet exemple. S'il n'y a qu'un titre, alors l'hôtelier ne peut rien dire, quand bien même le titre nécessite une clarification. On peut maintenant répondre aux avis anonymes, c'est toujours ça de gagner. Je trouve facile d'en faire une bonne pratique alors que pendant plus de 10 ans, on ne pouvait pas répondre aux avis. Fonctionnalité est apparue à l'été 2014, et que cela crée une véritable pollution à la e-réputation. Booking nous informe de la possibilité de demander la suppression d'un avis si celui-ci est malveillant. Il suffit de passer par son chargé de compte. C'est effectivement une très bonne chose. Bonne pratique numéro 19. Le service fourni par Booking.com est entièrement gratuit pour les consommateurs et ne comporte aucun frais additionnel caché. Le service Booking est entièrement gratuit pour le consommateur. Mais vous le savez très bien, il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde. Booking.com prélève une commission de 17%. Il est évident que l'hôtelier rogne sur sa marge pour équilibrer ses comptes, c'est bien connu. Ben non. Dans un compte de résultats, il y a 2 colonnes et il faut que ces 2 colonnes s'équilibrent. Il y a fort à parier que la commission a été intégrée dans le prix de vente et que l'utilisation d'un tel canal de distribution a fait augmenter les prix affichés. Bonne pratique numéro 20. Booking.com se rémunère sur la base de commissions versées par l'hébergeur uniquement après que le client y ait effectué son séjour et ait effectivement payé l'hébergeur. Merci, on sait, c'est le principe même de la place de marché. Bonne pratique numéro 21. Booking.com s'engage à ne pas prélever de commission en cas de réservation signalée infructueuse, les fameux no-show. Merci Booking de ne pas prélever de commission en cas de no-show, c'est-à-dire en cas de non-présentation du client. Cela confirme la bonne pratique numéro 20, au moins c'est cohérent tout ça. Mais quid des no-shows facturés par l'établissement car la politique d'annulation permet le prélèvement? Est-ce qu'il y a une commission là-dessus? Ça semblerait normal. Alors pourquoi ne pas en parler et ne pas le spécifier dans la charte des bonnes pratiques? Bonne pratique numéro 22. En cas de réclamation d'un client auprès de Booking.com liée à une réservation, Booking.com s'engage à rechercher une solution amiable en lien avec l'hôtelier. La résolution d'un problème lié à la prestation d'hébergement est in fine de la responsabilité du partenaire hôtelier. Booking.com est un intermédiaire et à ce titre, il cherche une solution à l'amiable en cas de problème. Merci de préciser qu'in fine, c'est de la responsabilité de l'établissement. Booking se réserve le droit de dédommager financièrement le client, mais cela se fera à la charge de Booking. Ça va dans le bon sens, surtout après la rentrée de septembre 2015, pendant laquelle Booking.com a essayé de facturer aux établissements un geste commercial que Booking s'autorisait à faire auprès de certains clients. Mais
Et je l'ai déjà dit, je n'aime pas lorsqu'un distributeur est prêt à rogner sur sa marge, ça veut dire in fine, moi aussi je peux utiliser in fine, ça veut dire in fine qu'il peut vendre moins cher que le prix auquel on lui confie la chambre. Et ça, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Bonne pratique numéro 23. Les réservations effectuées sur les sites partenaires de Booking.com utilisant son moteur de réservation sont effectuées dans les mêmes conditions que sur le site Booking.com et en respectant les bonnes pratiques. Il est question d'affiliation. Booking.com assure que les réservations effectuées sur son réseau de partenaires, les affiliés, se font aux mêmes conditions et selon cette même charte. Cela veut donc dire que Booking.com s'engage à traiter rapidement les signalements que les hébergeurs lui font à propos de leurs fiches trouvées chez un ou plusieurs de ses affiliés. C'est une bonne chose. Je ne sais pas ce que cela veut dire, ni ce que cela sous-entend, mais est-ce que Booking va mieux contrôler ses affiliés? Ça serait génial! Est-ce que ça veut dire que c'est fini de trouver des photos de l'hôtel vieilles d'il y a 4 ans alors que l'on a fait des travaux et que l'on a changé tous les visuels sur Booking.com? Pas sûr, car il n'est question que de description et non de photos ou visuels dans la bonne pratique numéro 5 et 6. Par contre, on ne sait toujours pas où l'établissement est commercialisé. Qu'est-ce que l'on aimerait avoir la liste des affiliés pour pouvoir enfin contrôler l'utilisation qui est faite de nos informations à propos de nos établissements. Mais bon, n'y comptez pas trop et c'est bien dommage. Voici une capture d'écran de la section hôtel du Guide du Routard. Le Guide du Routard est l'un des tout premiers affiliés Booking en France. Ils sont extrêmement sérieux, on ne peut malheureusement pas en dire autant de tous les affiliés. Bonne pratique numéro 24. Booking.com désigne un interlocuteur unique à disposition de ses partenaires hôteliers français en cas de différend ou de demande non satisfaite dans le cadre habituel du partenariat. Booking.com nous assure vouloir dialoguer en cas de problème. C'est tellement évident qu'il me paraît inutile de le préciser, encore un enfonçage de porte ouverte. En conclusion, c'est une très belle opération de communication et de séduction de la part de Booking.com. J'ai même hésité à en faire une vidéo pour ne pas participer à sa diffusion, mais bon, il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir à un moment donné, si mince soit-il, ce contre-pouvoir. La plupart des bonnes pratiques sont des enfonçages de portes ouvertes, certains points clarifient la situation, il y a quelques nouveautés, les points positifs et améliorations auraient tenu sur une seule page, pas besoin d'en faire une charte de 24 bonnes pratiques. Je me doute que cette charte n'est pas que à destination des hôteliers et des voyageurs, mais aussi à destination des médias et des législateurs. C'est pour cela que je pense que c'est avant tout une action de communication, de séduction, pour ne pas dire une action de lobbying. Qu'est-ce que j'aimerais que François Comas ou son assistant parlementaire lise ce décryptage, lui qui est assez réceptif aux actions de lobbying de Priceline. Les vrais engagements qu'entendent les hôteliers ne sont pas abordés. Je ne parle que de l'achat du nom commercial dans un programme d'achat de mots-clés, comme Google, les affiliés et de quelques mentions borderline utilisées par Booking.com sur son site. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Elle est longue, j'en suis désolé. N'hésitez pas à la partager, à la liker en cliquant avec le petit pouce vert en dessous et à la commenter. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être sûr de ne rater aucune vidéo sur la thématique du numérique dans l'hôtellerie. En bonus, voici une capture d'écran d'un post Facebook réalisé le lendemain de la publication de cette vidéo. C'est juste pour illustrer l'exaspération des hôteliers vis-à-vis de certaines pratiques. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.